Merci de votre présence. Moi, je suis Christophe Perrus, je connais certains d'entre vous, et vous me connaissez aussi, pas tout le monde. Je vais laisser Sébastien se présenter. Alors, moi, je suis directeur technique, hein, j'anime souvent les webinaires, et vous m'avez souvent au téléphone pour les projets et puis le suivi de projet. Et je vais laisser se présenter lui-même, Sébastien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, Sébastien Dezès. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai rejoint Extrémité, donc au poste de directeur technique adjoint. Donc, je suis, on va dire, le bras droit de Christophe sur les différents sujets. Et donc, je suis amené à travailler avec vous sur les différents projets que vous pourriez avoir ou sur votre run quotidien. Très bien, merci. Dans l'agenda de ce matin, on va parler de la sauvegarde, mais avant une petite présentation d'Extrémité quand même. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Extrémité, nous fêtons notre 25e année, 25e anniversaire. Il y aura quelques événements, alors je vais pas déflorer le sujet, mais il y aura quelques événements au cours de l'année. Mais voilà, 25 ans d'existence. Aujourd'hui, 30 collaborateurs, tous passionnés par leur métier. 650 clients sur la région de France. On est une ESN, une entreprise de service du numérique, et nous proposons une offre transverse sur tout le digital au sens large du terme. 650 clients, je l'ai déjà dit. Voilà. Quelques références des clients de longue date, dont certains sont là aujourd'hui d'ailleurs, enfin, suivent cette présentation. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que nous n'avons pas forcément de clients type. S'il y a un point commun quand même, ce sont des PME, PMI de la région, mais dans tout domaine d'activité, dans le transport, dans la vente, dans des CFA, centres de formation, voilà, euh, de tout domaine d'activité. Quelques valeurs importantes à nos yeux. L'écoute, tout d'abord, c'est-à-dire que effectivement on commence par écouter nos prospects et nos clients pour proposer toujours des choses qui répondent à leurs besoins, bien évidemment. D'ailleurs, ce webinaire sur la sauvegarde et notamment sur la sauvegarde immuable, c'est à force de vous écouter, d'écouter vos besoins que nous avons développé une offre autour de tout ça. La sauvegarde, bien évidemment, depuis bien, bien longtemps, mais la sauvegarde immuable, on va y venir après, mais c'était une demande forte, de plus en plus forte en tout cas, puisque c'est une recommandation importante. Le partage, partager nos valeurs, partager aussi des moments avec vous, alors là au webinaire, mais bien souvent en séminaire aussi. On va partager aussi pour nos 25 ans, donc vous serez bien évidemment invités à fêter ça avec nous par des soirées, par des événements divers et variés. L'épanouissement est important pour nous, hein, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble et il faut qu'on ait plaisir à travailler avec vous et à venir travailler au sein d'Extrémité. Et enfin, la proximité. Nous sommes une entreprise de services du numérique des Hauts-de-France et nous travaillons beaucoup avec les entreprises des Hauts-de-France. Effectivement, la proximité est quelque chose d'important pour nous. Il ne s'agit pas d'aller travailler avec les sociétés parisiennes ou que sais-je. Voilà, tous nos clients sont à moins de 2 heures de route de chez nous. Voilà. Je ne peux pas présenter Extrémité sans nous parler de nos engagements associatifs. Les Clowns de l'Espoir, tout d'abord, qui sont à Villeneuve-d'Ascq. En fait, on travaille avec l'agence de Villeneuve-d'Ascq. Et leur objectif, c'est d'améliorer la qualité des séjours des enfants hospitalisés. Ils sont assez connus, hein. C'est une association qui a été choisie par nos collaborateurs et en fait, ils amènent un peu de joie aux enfants dans les hôpitaux et aux parents aussi, hein, puisque c'est important. Un soutien psychologique et un soutien, on va dire, quotidien pour des enfants qui sont malheureusement malades ou qui ont des problèmes de santé. Les lunettes de Zach, qui agit en faveur du développement durable grâce au recyclage de montures de lunettes. Plus de 110 millions de montures de lunettes sont utilisées en France.
Et nous, on est un lieu de collecte pour les lunettes de Zach. Voilà. Si vous avez des lunettes à nous confier, ben, on les prendra volontiers pour les remettre aux lunettes de Zach. L'accordé à Roubaix, un peu moins connu, c'est une école associative indépendante implémentée dans un quartier à Roubaix qui est marqué par la précarité sociale. Et l'objectif de l'accordé, c'est d'offrir aux enfants une véritable égalité des chances. Nous avons eu l'occasion, enfin, et surtout l'honneur de pouvoir visiter un petit peu. C'est assez impressionnant, voilà, des liens très très forts entre les élèves, entre l'équipe enseignante et les élèves. Et c'est une école indépendante, donc ils ont besoin de nous pour financer un petit peu toutes leurs activités et tout leur quotidien d'ailleurs. La Clé à Lille, dernière association sur laquelle nous intervenons, enfin, nous engageons, des cours individuels et collectifs gratuits pour les adultes illettrés ou analphabètes, pardon, pas inalphabètes, analphabètes, notamment des personnes étrangères ou des personnes qui sont sorties très tôt du monde du scolaire et qui ont des difficultés à lire et à écrire. L'idée, c'est de les aider et de leur redonner des cours, hein, tout simplement, pour qu'ils puissent être autonomes. Les gestes éco-responsables, rapidement, nous travaillons avec Élise, qui est assez connue dans la région, qui est un de nos clients aussi d'ailleurs, pour le traitement des déchets, enfin au moins le tri chez nous, puisque nous avons des déchets, notamment des déchets électroniques, hein, forcément, mais nous avons aussi voilà, des cartouches d'imprimante, des choses comme ça. On est un lieu de collecte. Les gestes éco-responsables aussi avec les éco-cups, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, plus de gobelets en plastique depuis bien longtemps, extrémité. Et gestes éco-responsables aussi, nous privilégions quelques jours de télétravail par semaine pour les collaborateurs, tout simplement pour réduire notre empreinte écologique. Nos expertises, maintenant, elles sont au nombre de 8. La cybersécurité, tout d'abord, je reviendrai peut-être à la fin de cette présentation, mais Extrémité est partenaire expert cyber, on va le voir après. Le réseau informatique au sens large, c'est-à-dire que les logiciels collaboratifs, le PC, les switches, les interconnexions de sites, les serveurs d'impression, les serveurs tout court, voilà. Le réseau au sens large, Internet bien évidemment. Les télécoms avec la mise en place de solutions de téléphonie sur IP. Full téléphonie sur IP, enfin voix sur IP, c'est-à-dire que voilà, on a bien sûr toujours des téléphones pour ceux qui le veulent en tout cas, mais on est capable de dématérialiser complètement la téléphonie avec des solutions très avancées. On a déjà fait des webinaires là-dessus. Le cloud, héberger en ligne et des accès sécurisés, enfin tous vos logiciels bureautiques. Nous avons j'en reviens après, mais on intègre des solutions, des logiciels de gestion, notamment avec Sage et Cegid aujourd'hui, avec d'autres qui arrivent. Et effectivement, quelquefois, il faut des serveurs pour tout ça, et nous proposons une offre d'hébergement pour pouvoir dématérialiser, en fait, que vous n'ayez plus de serveurs chez vous si le besoin s'en fait sentir. La gestion, l'informatique de gestion, donc autour de la comptabilité, la paye, la CRM, le décisionnel, enfin voilà, j'en passe, des logiciels de gestion avec des consultants expérimentés sur les différents sujets. Le développement spécifique, création de logiciels à façon, intégration voilà, de logiciels autour des logiciels de gestion 7 GCJ. Quand ça n'existe pas, on peut le créer, mais pas que. Voilà. Le digital, développement de site web, référencement naturel, aide au référencement, avec des belles réalisations pour nos clients, des sites communautaires ou non d'ailleurs. Et enfin, le dernier point qui est plus récent, mais qui date de quelques années, l'externalisation de la paye, puisque nous avions une forte compétence paye, enfin nous avons une forte compétence paye, et des clients nous demandaient de pouvoir déléguer complètement l'externalisation de la paye. C'est ce qu'on a fait avec une société sœur, mais qui a intégré à Extrémité, qui s'appelle La Bonne Paye.
Voilà un peu nos domaines de compétences. Si on revient un petit peu sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, la sécurité, le réseau, les télécoms et le cloud, hein, c'est le service réseau au sens large, avec une photo qui date un peu de moi. Mais voilà, on va retrouver nos domaines de compétences en bas, l'intégration logicielle, téléphonie avec 3CX, Hewlett Packard, HPE, avec lequel on travaille beaucoup pour tout ce qui est machine, serveur, poste de travail. Kaspersky qui est Train pour les antivirus, Veid qui est pour les solutions anti-spam, Vim Backup qui est très connu. Si vous êtes client chez Extrémité sur le domaine réseau, vous avez forcément Vim Backup pour la gestion de la sauvegarde, StormShield pour les firewalls. Ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, on est labellisé expert cyber, c'est-à-dire qu'on est audité tous les 2 ans pour avoir cette certification. Et tous nos réalisations, en fait, on attache une grande importance à la sécurité informatique, puisque c'est aujourd'hui quand même le nerf de la guerre. Vous avez sûrement entendu parler des cyberattaques. Et voilà, il faut pouvoir répondre. Le CSIRT, j'y reviens à la fin de cette présentation. Qu'est-ce que le CSIRT? Voilà. Euh, le sommaire, aujourd'hui, parce que sur la sauvegarde immuable, la sauvegarde externalisée, on va voir un peu le contexte, l'importance du sujet, l'évolution des cyberattaques, les 10 bonnes pratiques de sauvegarde selon ANSSI, zoom sur la sauvegarde immuable et les outils à mettre en place pour avoir une bonne sauvegarde. Je vais laisser la parole à Sébastien. Du coup, par rapport au contexte et l'importance du sujet, comme vous en doutez, les sauvegardes, c'est quelque chose de crucial, notamment, par exemple, pour pallier tout ce qui est les pertes de données. Les pertes de données, ça peut être impacté par plusieurs choses. Tout simplement, un serveur ou un système de sauvegarde qui est défaillant, avec des disques durs qui sont défectueux dans un RAID, des attaques, les attaques informatiques avec des virus, des pannes logicielles, un bug qui va supprimer toute votre base de données, des erreurs humaines ou tout type d'incident. Euh, dans ce genre de cas, il faut pouvoir relancer votre activité. Donc en cas soit de catastrophe naturelle, des incendies, enfin voilà. Dès que vous avez un souci, la principale chose à faire, c'est relancer l'activité. Donc on verra après les différents objectifs pour cette relance d'activité. Mais voilà, donc deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est la protection contre les ransomware, donc pour les sauvegardes. Euh, donc voilà, donc ça vous permet de vous sécuriser en cas d'attaque et de restaurer pour éviter de payer si toutes vos données sont cryptées. On a juste à récupérer une sauvegarde antérieure à ce qui sera défini et de restaurer toutes vos données et repartir une fois que la brèche est colmatée. Merci Donc, Sébastien. Euh, Quand on parle de sauvegarde, on va parler de deux choses, le RPO et le RTO. Alors, ce sont des acronymes anglais. Le Recovery Point Objective, en fait, c'est l'objectif du point de restauration. Ça fait référence à la quantité de données qui peuvent être perdues au cours de la période la plus opportune pour une entreprise, avant qu'un préjudice important se produise. C'est-à-dire que la question à se poser dans une sauvegarde, c'est de dire, OK, demain j'ai un incident majeur, Sébastien les a décrits, hein, ça peut être une cyberattaque, j'ai perdu mes données, ça peut être un incendie, ça peut être beaucoup de choses, mais j'ai perdu mes données, il va falloir que je restaure mes données. Euh, à- quelle- la question à se poser, c'est quelles données je peux perdre, puisqu'on ne peut pas sauvegarder des données en continu. Enfin, il y a des systèmes qui existent, mais on ne les trouve pas en PME. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire, bah voilà, pour que mon entreprise continue à tourner, je n'ai pas le droit de perdre plus d'une demi-journée de données, ou d'une journée de données, ou d'une semaine de données. Ça va dépendre fortement de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que je peux perdre un jour de travail de toute l'entreprise, voilà, je vais pouvoir recréer des fichiers facilement, ou alors je peux perdre beaucoup plus de fichiers, ou alors je ne peux pas en perdre du tout. Si je ne peux pas en perdre du tout, il va falloir avoir des notions de sauvegarde très très importantes, très très contraignantes, pour pouvoir redémarrer en temps réel. Ça, c'est le RPO, d'accord? Le RTO,
Oh, excusez-moi. Alors, hop, voilà. Il arrive. Le RTO, c'est un autre indicateur qui fait référence au temps pendant lequel je peux être coupé. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai un incident majeur, un incendie, une cyberattaque, des pertes de données, j'ai avoir besoin de restaurer. Mais en combien de temps il faut que mon système informatique ou numérique, soit de nouveau efficient, sans causer de dommages importants à l'entreprise. C'est-à-dire que eh ben, le RTO, c'est le temps qu'il va me falloir pour restaurer, globalement. C'est ça, pour restaurer mes données. Si on fait un petit schéma ici, eh bien, on a un incident qui se produit à un instant T, d'accord, qui est le petit éclair là. Le RPO, ça va être la perte de données acceptable. Le RTO, le temps d'inactivité acceptable. C'est dépendant de l'entreprise aussi, c'est-à-dire qu'une entreprise peut ne pas pouvoir être coupée du tout. D'accord? Donc là, il faut un plan de continuité d'activité, il faut quelque chose de très contraignant pour pouvoir continuer à travailler sans aucune perte de données et sans aucune interruption. C'est rare en PME. En PME, on peut avoir une interruption d'une heure, 2 heures, 3 heures, une journée, pourquoi pas. C'est déjà arrivé, hein, nous, quand on intervient, c'est assez rare que on intervient sur un cas de cyberattaque. C'est assez rare que on puisse redémarrer tout de suite, que l'entreprise puisse redémarrer tout de suite. Il va falloir un temps de restauration des données qui va dépendre de où sont les données. Est-ce que c'est des données compressées? Enfin, on va y venir après. Est-ce que c'est du différentiel? Enfin voilà, l'incrémental différentiel. Donc on va y venir un petit peu après sur cette stratégie. Mais il faut y penser à cette stratégie au départ. C'est-à-dire que j'ai un incident, quelle est ma perte de données acceptable et dans combien de temps je dois pouvoir redémarrer. Et souvent, c'est dans le cas d'un PRA, plan de reprise d'activité, où on va se poser ce type de questions. Quelquefois, tous les services n'ont pas d'utilité à être démarrés en même temps. Il faut peut-être que ma gestion de production, ma gestion de l'usine, elle redémarre tout de suite ou très très vite. Et peut-être que la comptabilité, la paye, c'est peut-être un peu moins important, par exemple. Voilà. Alors, ça dépend à quel moment du mois aussi. La paye est importante en fin de mois en général. Juste un petit rappel, ou du moins un petit focus, mais les cyberattaques évoluent constamment par divers facteurs, par la multiplicité des logiciels et des outils qu'on ajoute, les IA qui arrivent, etc. Avant, les logiciels et les ransomware s'attaquaient principalement à vos données actives, ça veut dire vos données principales, ce que vous utilisez au quotidien. Mais maintenant, les attaquants cherchent d'abord à attaquer les sauvegardes, corrompent les sauvegardes et ensuite s'attaquent à vos données principales. Donc, il est important d'avoir une bonne solution de reprise d'activité, des bonnes sauvegardes et divers facteurs de sauvegarde, divers endroits de sauvegarde, qui est donc alors la dernière barrière de protection. Tout à fait. Euh, on va parler juste rapidement de l'ANSSI. L'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a édité en 2013, donc c'est pas récent, hein, le guide d'hygiène informatique qui est sorti avec, c'est lisible par tout le monde, c'est en 58 pages, donc moins d'une centaine de pages, on va dire. Il y a une version 2 qui est sortie en septembre 2017. Ce guide d'hygiène informatique, si vous avez, alors c'est pas mon livre de chevet, hein, mais c'est quand même quelque chose d'assez lisible. C'est 42 règles simples qui permettent de sécuriser un système d'information d'entreprise. La sauvegarde en fait partie, bien évidemment, puisque c'est le dernier rempart, comme l'a dit Sébastien. Mais il y a plein d'autres choses dans le guide d'hygiène informatique, notamment sur la sécurisation, sur la formation du personnel. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, nous, on s'appuie dessus enfin, on s'appuie dessus, pas seulement, hein, mais on s'appuie dessus pour conseiller les entreprises et pour leur dire comment se protéger, en fait. D'accord? Euh, les 10 bonnes pratiques pour l'ANSSI, pour l'ANSSI, pour la sauvegarde.
il y en a 10. Réaliser les sauvegardes régulières. Il faut un planning régulier de sauvegarde, quotidien, hebdomadaire. Tout, tout va dépendre du RPO ou du RTO, encore une fois, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une sauvegarde toutes les heures. On peut avoir une sauvegarde quotidienne ou une sauvegarde hebdomadaire si on considère qu'on peut perdre une semaine de données. Je ne conseille pas toujours, mais voilà. En fonction de l'importance des données et de leur fréquence de modification. Ça ne sert à rien d'enregistrer tous les jours, quelquefois, puisqu'on peut avoir des choses qui sont très très peu modifiées, notamment des archives de photos, des choses comme ça. Ça ne sert à rien de sauvegarder quelques terras de photos tous les jours si ce sont que des archives. Voilà. Utiliser la règle du 3-2-1, qui est une règle assez connue dans le domaine de la sauvegarde. C'est une stratégie couramment utilisée qui permet d'augmenter le nombre de sauvegardes que vous conservez et de diversifier les lieux où elles sont stockées. Pourquoi 3-2-1? Vous devez avoir 3 copies de vos données, au moins. Des sauvegardes doivent être stockées sur des types de supports différents, sur au moins 2 types de supports différents. Ça, c'est le 2. Et le 1, dont un à l'extérieur, hors site. D'accord. Pourquoi on va sauvegarder hors site? Parce que, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, si on garde les sauvegardes dans le site, eh bien, c'est bien, mais s'il y a un incendie et que j'ai mes cartouches de sauvegarde ou mes disques de sauvegarde ou quel que soit le support de sauvegarde qui est dans le site, dans la salle serveur, par exemple, et que la salle serveur brûle, je perds à la fois mes données, mais je perds mes sauvegardes de données aussi. D'accord? Pareil en cas d'une cyberattaque, les attaquants commencent par supprimer les sauvegardes d'une manière sûre et certaine. Et comment ils peuvent les supprimer? Si la sauvegarde n'est pas à l'intérieur de l'entreprise ou n'est pas connectée au monde de l'entreprise, il ne va pas pouvoir les supprimer. Par contre, si c'est un disque dur qui est toujours branché ou un NAS ou une clé USB, peu importe le support de sauvegarde qui est toujours branché, s'il est accessible, il va pouvoir être corrompu, voire effacé. Il faut que le processus de sauvegarde soit automatique. Les logiciels de sauvegarde proposent tous des sauvegardes automatiques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir lancer la sauvegarde à des heures, soit en dehors des heures ouvrées, par exemple, pour avoir des sauvegardes saines et pas avec des fichiers ouverts. Mais l'important, c'est qu'elle soit programmée. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas programmée, on va oublier de le faire, tout simplement. Ou la personne est partie en vacances, voilà, elle pense. Enfin, voilà, le copier-coller qu'elle faisait tous les jours, ça ne se fait pas pendant qu'elle est en vacances. Et puis, on oublie les erreurs humaines, c'est toujours quelque chose de possible. Une sauvegarde doit être vérifiée. Il faut tester régulièrement vos sauvegardes pour s'assurer qu'elles sont complètes et que les données peuvent être restaurées sans corruption. Et aussi penser, est-ce que je sauvegarde bien? Alors, est-ce que je sauvegarde bien ce qu'il faut que je sauvegarde? C'est-à-dire, quand on fait des tests de restauration, on se rend compte quelquefois que il y a des données qui ne sont pas sauvegardées, tout simplement. Donc, faire des tests de restauration. Chiffrer les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est quand même les données de votre entreprise. D'accord? Si vous décidez de sauvegarder les données sur un disque dur externe, par exemple, et puis que vous sortez le disque dur externe de l'entreprise parce que c'est votre stratégie de sauvegarde et voilà, comme ça ne reste pas dans l'entreprise, eh bien, si vous perdez votre disque dur et si on vous le vole dans votre voiture, que sais-je, ça veut dire que la personne qui a volé, ce support informatique, elle va avoir accès à tous vos données. D'accord? Dans ce cas-là, on met une clé de chiffrement via un mot de passe. Alors, il ne faut pas perdre le mot de passe parce qu'on en a besoin lors de la restauration, mais il faut une clé de chiffrement pour chiffrer les sauvegardes qui peuvent être accessibles, en tout cas. L'organisationnel, un petit peu, il faut documenter les procédures de sauvegarde et restauration. Oui, parce que le jour où on a besoin de restaurer une sauvegarde, c'est toujours pareil, c'est la loi de Murphy, hein. C'est-à-dire que c'est la loi où il ne faut pas que ça se passe comme ça ce jour-là, mais c'est le jour où la personne est en vacances, on ne sait plus comment faire, voilà, qui appeler, etc. Donc, effectivement, documenter les procédures de sauvegarde ou de restauration, ou bien tout simplement dans la documentation, dire qu'il faut appeler tel prestataire qui va pouvoir être en mesure de restaurer les sauvegardes parce que c'est lui qui les a mis en place, parce que c'est lui qui a le contrat de maintenance. Ça peut être tout simplement ça. Conserver les sauvegardes hors site. Il faut stocker une copie de vos sauvegardes dans un emplacement distant
ou dans le cloud pour protéger contre les sinistres, d'accord? Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est important, c'est la règle du 3-2-1, ça fait partie de la règle du 3-2-1, mais il faut au moins une sauvegarde hors site, qui peut être à plus ou moins long terme, mais qui doit exister. On va y revenir après, les sauvegardes incrémentales et différentielles. L'idée, c'est de réduire le temps de sauvegarde, ce qu'on appelle la fenêtre de sauvegarde, pour pas que les sauvegardes durent plus de quelques heures, quoi, en fait, parce qu'on a besoin de travailler, bien évidemment. Alors, une sauvegarde peut s'étaler sur la nuit si on en ouvrait, mais il y a des entreprises pour lesquelles c'est pas possible, qui travaillent en 3-8, par exemple. Voilà, il va falloir trouver des fenêtres de sauvegarde et donc utiliser des méthodes de sauvegarde incrémentales ou différentielles pour pas avoir à sauvegarder tout le temps. Il faut sécuriser les accès aux sauvegardes, d'accord, pour pouvoir restreindre les accès, tout simplement. Les sauvegardes, c'est quand même les données de l'entreprise qui sont stockées, qui sont brutes. Donc, les gens qui ont accès aux sauvegardes doivent pouvoir avoir une autorisation. Et réviser, mettre à jour le plan de sauvegarde régulièrement. Ça fait partie de l'amélioration continue, pour ceux qui connaissent un peu les règles ISO 27001, 9001, etc. L'amélioration continue, il faut tester et mettre à jour et revenir un peu sur les sauvegardes pour être sûr que est-ce que je sauvegarde bien ce que je dois sauvegarder? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Il y a un nouveau logiciel qui est arrivé et puis personne ne sait vraiment où il est stocké, etc. Comment il est sauvegardé? Il faut se poser la question régulièrement. Zoom sur les sauvegardes incrémentales et différentielles, j'ai dit que j'y revenais un petit peu après. Quand on fait une sauvegarde incrémentale, souvent on définit un jour où on sauvegarde tout. D'accord? Mettons, j'ai 950 mégas de données. Bon, c'est un exemple, hein. Soit on a bien plus de données que ça. On peut lire 100 gigas, par exemple, 950 gigas de données. D'accord? Mais je vais pas pouvoir sauvegarder ces données tous les jours. D'accord? Tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps à sauvegarder. Et donc, dans le cas du sauvegarde incrémentale, on va sauvegarder que ce qui est modifié. D'accord? Le mardi, j'ai travaillé, voilà, il y a un certain nombre de fichiers qui ont été modifiés, ça représente 100 mégas, et je vais les sauvegarder dans la nuit de mardi à mercredi. Ainsi de suite, dans la nuit de mercredi, j'ai des 200 gigas de données, 200 mégas de données à sauvegarder, jeudi, vendredi, samedi. D'accord? Donc, ça va permettre de réduire la fenêtre de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder que ce qui est modifié. Par contre, vous vous rendez compte, là, si vous avez un sinistre majeur, on imagine le samedi soir, vous vous rendez compte le lundi matin qu'il va falloir tout restaurer, parce qu'il y a eu un crash majeur le week-end, par exemple. Eh bien, je vais avoir besoin de restaurer lundi, puis prendre la cassette ou le support de sauvegarde du mardi et le support du mercredi, du jeudi, du vendredi. D'accord? Donc, mon temps de restauration va être beaucoup plus long. Dans le cadre d'une sauvegarde incrémentale, le RTO va être beaucoup plus important. D'accord? Pour pallier à ça, on parle de sauvegarde différentielle. Pardon. Hop. Le premier jour, je sauvegarde tout, d'accord? Et ensuite, le mardi, je sauvegarde que ce qui a été modifié le mardi. Le mercredi, je sauvegarde ce qui a été modifié le mardi et le mercredi, le jeudi, le mardi, mercredi et jeudi, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu, j'ai un crash majeur le dimanche, d'accord? Le lundi, je dois restaurer. Je vais utiliser ma cartouche ou mon support de sauvegarde du lundi et du samedi, d'accord? Je vais avoir besoin que de ça. Le RPO va être réduit. Non, on va juste faire un petit zoom sur ce qu'est l'immuabilité. Alors, parce que ça peut être un petit peu un mot, barbare ou un peu abstrait. On peut le voir de deux façons différentes. Le premier, c'est qui par nature n'est pas sujet au changement et demeure identique à soi-même. Ça veut dire que la donnée, donc si on applique ça sur vos données informatiques, ça veut dire que ces données-là ne doivent pas changer. Donc ça veut dire que si vous faites la sauvegarde par exemple du lundi, si vous la restaurez le mercredi, cette donnée doit être identique. Euh,
Et la deuxième façon de le voir aussi, c'est qu'il demeure inchangé, ne subit pas ou ne paraît pas subir de modifications pendant un temps relativement long. Donc un ciel bleu d'un bleu immuable. Ça veut dire que en plus de ne pas bouger, si on regarde à deux moments distincts, il ne faut pas que cette donnée puisse bouger pendant un certain temps. Et donc ça se définit sur le RTO que Christophe a parlé tout à l'heure. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est le concept de l'immuabilité. Euh, je ne sais pas si tu veux compléter peut-être, Christophe, sur ça. Oui, une sauvegarde immuable. Alors, comment on va rendre une sauvegarde immuable? Ça, c'est Oui, important. Une sauvegarde immuable, j'ai dit, en cas de cyberattaque, par exemple, bah, ils s'attaquent à la sauvegarde. D'accord? Donc, ils vont commencer par détruire la sauvegarde. Si elle est immuable, par définition, elle ne peut pas être changée. Donc, ils ne vont pas pouvoir. Comment je définis une sauvegarde immuable? Bah, la sauvegarde immuable, je vais la sortir de l'entreprise et, par exemple, sur une cartouche ou sur un disque dur, je la prends, d'accord? Je la mets dans mon sac ou je la mets dans mon coffre-fort ou je la mets où je veux. Elle devient immuable tant que personne n'a touché à la cartouche ou au disque dur. D'accord? Elle est immuable. Maintenant, si on extrapole un petit peu, on peut avoir une sauvegarde immuable dans le cloud, d'accord? Puisque la cartouche ou le périphérique amovible n'est pas toujours pratique. Il peut tomber, il peut être cassé, il peut être détérioré par le feu, par exemple. Voilà. Donc, on va sortir la sauvegarde de l'entreprise dans un cloud, par exemple. Et le cloud, il faut qu'il soit immuable. Alors, par définition, un cloud, c'est quelque chose qui bouge. D'accord? Forcément, on met des fichiers, on en retire, on fait un peu ce qu'on veut. Et bien, dans le cas d'un cloud immuable, il y a un tampon, c'est-à-dire qui est mis, un tampon informatique qui est inviolable, qui dit, bah voilà, cette donnée-là, elle est sauvegardée, elle est stockée là, à tel endroit, et elle ne peut pas être touchée, elle ne peut pas être altérée par quelque moyen que ce soit pendant un délai. Alors, on met un délai, hein, toujours 2 jours, 3 jours, 7 jours, un mois, 6 mois, peu importe. Toujours est-il que bah, une sauvegarde immuable dans un cloud, on met un tampon, on met un verrou informatique et personne ne peut venir y toucher. D'accord? C'est ça qui est important dans une sauvegarde immuable. Les outils maintenant, c'est c'est assez ça. simple. Donc là, on va reprendre chacun des 10 points clés, on va dire, des bonnes pratiques, des 10 bonnes pratiques. On va retrouver pour planifier vos sauvegardes, vérifier l'intégrité, chiffrer ces sauvegardes, la gestion incrémentielle ou différentielle, l'automatisation et le planning, on va dire 3-2-1. On peut utiliser des solutions comme Vim. Cette solution-là permet de gérer l'ensemble de ces 5 points, 6 points. Euh, voilà. Ensuite, pour gérer les points hors site et sécuriser, donc l'immuabilité que Christophe vient de détailler, on va pouvoir utiliser Wasabi. Donc, il va mettre ce tampon sur vos données une fois qu'elles sont sorties et enregistrées chez eux. Et enfin, on va avoir la partie documentation et réviser et mettre à jour le plan d'action. Et donc ça, c'est tout simplement des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place avec vous et des documentations à rédiger, à vous transmettre ou à héberger chez nous et qui permettront de remettre en œuvre en cas de besoin. Voilà. Donc effectivement, on résume une sauvegarde. Il faut utiliser un logiciel de sauvegarde. Nous, j'en ai parlé tout au départ de la présentation. Si vous êtes client extrémité, vous avez, bon, il y a 99% de chances que vous ayez du Vim Backup et réplication, qui est un logiciel de sauvegarde très puissant qui va permettre effectivement d'avoir tous ces six points exactement. Wasabi, un cloud externe. Alors, je complète un petit peu Wasabi. C'est important parce que la question se pose en général, c'est où sont stockées mes sauvegardes. Wasabi est un hébergeur et c'est hébergé en France et enfin en Europe tout au moins parce qu'ils ont plusieurs data centers et les data centers eux-mêmes sont répliqués. Il y en a un en France, en région parisienne, et il y en a un en Allemagne, d'accord, bon, voilà, qui reste européen, dans 2 pays différents, d'accord. Ils ont d'autres data centers, bien évidemment, mais en tout cas, pour la France, c'est là que c'est stocké. Et documenter, réviser, mettre à jour le plan de maintenance, ben oui, c'est de l'organisationnel.
Ça peut être juste, voilà, il faut contacter Extrémité si on a besoin de restaurer, voilà, si on a un crash majeur. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions ou réponses, n'hésitez pas à les préparer ou les taper dans les zones de chat. Mais je profite de tous les webinaires pour parler du CSIRT. CSIRT n'est pas très connu. C'est le CSIRT Hauts-de-France. Donc un CSIRT, c'est quoi? C'est un centre de réponse sur incident à destination des PME, PMI de la région. Donc ça vous concerne. C'est quoi le CSIRT? Donc vous pouvez vous connecter sur csirt.fr. C'est un centre de réponse sur incident qui, vous êtes victime d'une cyberattaque, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment réagir. Et un premier numéro appelé, alors si vous avez Internet, j'imagine csirt.fr, le numéro, on le connaît pas par cœur, mais on le retrouve facilement en se connectant sur le site. 0806 700 111. Vous pouvez signaler un incident aussi directement sur leur site. L'idée du CSIRT, ça va être quoi? Ça va être d'appliquer les gestes de premier secours ou de vous indiquer les gestes de premier secours. La première chose, c'est effectivement, voilà, est-ce que je fasse vraiment une cyberattaque? Qu'est-ce que je dois faire? Ils vont vous indiquer, ils vont vous mettre en relation avec un partenaire de confiance si le besoin s'en fait sentir. Les premiers gestes d'une cyberattaque, cloisonner. C'est important, c'est-à-dire que la première chose, c'est, alors j'entends souvent des choses un peu fausses, disant moi, voilà, on a tout débranché. Non, on débranche pas tout. On va essayer de, de mettre sous cloche enfin pas l'attaquant, mais en tout cas le virus, enfin, ce qui nous a été injecté, voilà. Donc on va commencer par débrancher le réseau. Réseau Wi-Fi, le réseau informatique en débranchant les switches par exemple, en débranchant les câbles éventuellement, mais on ne coupe pas l'électricité, enfin on n'atteint pas les PC ni les serveurs. Pourquoi? Tout simplement parce que il va y avoir une enquête. On va revenir un peu sur les enquêtes, mais il va y avoir, si vous avez besoin il faut conserver des preuves. Et si on éteint les PC ou les serveurs, etc., on perd les preuves parce que malheureusement, voilà, c'est ainsi fait que quand on débranche, on coupe le courant et donc on perd la mémoire vive et donc on perd des traces de comment ça s'est passé. D'accord? On cloisonne, donc on débranche le switch, on débranche le Wi-Fi, voilà, on débranche les choses pour pas que ça communique avec Internet, notamment. On débranche avec Internet aussi, hein, souvent. On signale, remplir le formulaire en ligne, déclarer au CICER, déclarer la chose. Vous allez pouvoir vous faire accompagner, vous allez pouvoir notifier la CNIL s'il y a une perte s'il y a comment dire, Oui, de données. un soupçon de fuite de données personnelles notamment, et signaler l'attaque aux autorités, porter plainte, c'est important et pallier, donc mettre en place des solutions de secours, etc. Je reviens un petit peu sur s'il y a l'attaque aux autorités. Porter plainte, c'est très, très important. Le CISDOR va vous dire qu'il faut porter plainte. Et nous organisons avec eux, d'ailleurs, dans pas très très longtemps, je fais un peu de teasing, fin avril, ça va être aux alentours de 25-26 avril, la date n'est pas encore clairement définie, mais le CISCERT vient nous expliquer un petit peu, et ainsi que, alors, pour pas les citer, mais peut-être des personnes intervenant de la gendarmerie, etc., voir comment ça se passe, pourquoi il faut déposer plainte, quels sont leurs outils. Et c'est assez impressionnant, euh, pas de voir, mais qui vous explique un peu pourquoi on porte plainte et pourquoi c'est important. Et pas payer la rançon, je le dis à chaque fois. Pallier, mettre en place des solutions de secours, hein, le prévenir, c'est guérir. Donc effectivement, il faut avoir un peu prévu le fait parce que ça arrive forcément un jour ou l'autre, malheureusement, avec des attaques plus ou moins conséquentes, mais ça arrive. Donc la sauvegarde immuable fait partie enfin, pas dire du pansement, mais de la prévention. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre. J'espère que ça vous a intéressé. Je reviens un petit peu ici. On a eu une question.
Alors, je ne la vois pas, mais sinon, bah oui, alors, Je peux te la lire. moi, Donc, Monsieur Allard demande, concernant la sauvegarde immuable, quelle est la préconisation au niveau temps pour ce verrou informatique? Par exemple, dans le cadre d'un malware qui se déclencherait à J plus X jours dans nos sauvegardes. très bonne question. Très bonne question. Quelle est la recommandation? Alors, si on a une à donner, c'est 7 jours. L'immobilité, on va la conserver 7 jours. Mais c'est 7 jours minimum. Ça dépend clairement de l'activité de l'entreprise, effectivement, puisque RPO, RTO, hein, je ne reviens pas dessus, mais ça va dépendre de l'activité de l'entreprise. Ce qui est préconisé, c'est 7 jours minimum. D'accord? Euh, 7 jours, donc vous allez avoir une sauvegarde immuable sur 7 jours. Ce qui est important, c'est que la sauvegarde immuable, vous avez compris, elle est stockée ailleurs, elle est stockée dans le cloud, elle est stockée voilà, toujours d'une manière déconnectée du réseau de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas atteignable. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est en cas de cyberattaque, quand je vais avoir besoin de ma sauvegarde immuable parce que j'ai plus rien, le pirate, enfin l'organisation, j'ai plus ma sauvegarde locale à l'entreprise, d'accord? La sauvegarde immuable est un plus, hein, on est bien d'accord, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours ma sauvegarde de l'entreprise dans l'entreprise qui va me permettre de restaurer rapidement, d'accord? Mais on imagine que cette sauvegarde dans l'entreprise, elle est corrompue, eh ben, je vais devoir utiliser ma sauvegarde immuable. Ce qui va m'intéresser dans la restauration de ma sauvegarde immuable, ça ne va pas être de restaurer mes données il y a un mois. D'accord? Ça va être de restaurer mes données le plus récent possible, en général. Donc 7 jours, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'avoir une sauvegarde immuable sur 7 jours. Après, si on veut restaurer des données plus anciennes, ça, on n'est pas dans le cas d'une cyberattaque, dans le cas d'un incendie, d'un crash. On va être dans le cadre d'une sauvegarde plus courante, c'est-à-dire que dire, bah, un utilisateur me dit, ah bah j'ai effacé mon fichier de gestion de budget que j'utilise une fois par an. Là, il a disparu. Je ne sais pas, quelqu'un l'a effacé ou j'ai fait une fausse manip ou il est corrompu. Enfin bon, peu importe. Je dois le restaurer, mais je l'ai pas. Enfin ça, je l'ai pas touché. Ça fait 6 mois que je n'y ai pas touché. Ok, là, on va aller voir sur les sauvegardes plus locales et on va regarder. On ne sait pas depuis combien de temps le fichier a été supprimé, par exemple, hein. Il a peut-être été supprimé il y a 2 mois, 3 mois. Je ne vais pas le retrouver dans mes sauvegardes immuables de 7 jours. D'accord? Je vais le retrouver dans des sauvegardes qui vont être plus mensuelles ou annuelles, par exemple. Ça répond à votre question, monsieur Alain? Je vais me permettre hop, de venir ici et de. Ok, merci. Parfait. D'autres questions peut-être? Samuel nous dit, en conclusion, la sauvegarde immuable, c'est la garantie de données protégées contre toute altération ou suppression, vous offrant une restauration fiable en cas de besoin. Hop, nous espérons que ce webinaire vous a montré la puissance de cette approche. Si vous souhaitez explorer comment sécuriser vos données de manière immuable et bénéficier de notre expertise, notre équipe est à votre entière disposition. Excusez-moi. Merci de votre présence. Et il y a Monsieur Guénon qui est en train d'écrire. Cloud que Wasabi pour faire ses sauvegardes immuables. Oui, il y a d'autres clouds que Wasabi, effectivement. Il y a d'autres clouds. Tout, tout la, toute la, toute la subtilité, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose de fiable, garanti. Donc, il y a des clouds qui existent, qui sont plus ou moins, il y a même des clouds gratuits, je pense, hein, ça doit exister, enfin, jusqu'à un certain volume de données, hein, c'est toujours pareil. Ce qui est important quand même de vérifier avant, c'est que ça soit validé par la solution de sauvegarde. Wasabi fait partie des solutions validées par Vim Backup, d'accord? Donc on sait bien que ça va fonctionner très bien ensemble. Et la deuxième chose à s'assurer, c'est où sont stockées les données, tout simplement.
Il faut, enfin, très, très conseillé que ce soit en Europe, d'accord, tout simplement, bah, parce que, alors il n'y a pas de, je ne connais pas aujourd'hui de cloud souverain, c'est-à-dire purement français, qui soit compatible avec Vim. C'est plutôt des gens qui sont internationaux. Mais par exemple, si vous voulez un autre nom, Amazon, il y a du cloud, enfin, avec une limite de données. Et alors, ce qui est important aussi, quand on souscrit à une offre cloud de sauvegarde, je n'en ai pas du tout parlé, mais quelquefois, c'est pas très très cher. Le terrain n'est pas cher du tout. Par contre, le jour où vous voulez restaurer, il vous facture à la bande passante que vous restaurez. Et là, vous payez très cher. Voilà. Voilà, Et aussi en complément, alors il y a d'autres solutions comme que Vim, hein, par exemple les NAS, Synology ou QNAP par exemple, euh, embarquent des solutions pour faire ces sauvegardes vers Wasabi. Ils embarquent les composants, les technologies pour faire ces sauvegardes. Par exemple, si vous n'avez pas Wasabi, il est possible aussi de faire avec les outils internes des NAS. oui, tout à fait. Alors, Monsieur Gosselin. Monsieur Guénon. Non, c'est Monsieur Gosselin qui écrit en fait. Oui, mais Et il y a Monsieur Guénon qui en disait fait, en fait, merci. c'est marrant, je vois les trois petits points. Donc je suis en attente. Alors, quel est le coût de la solution Wasabi selon la volumétrie? Pour une volumétrie de 13,7 Tera. Oh, j'ai pas tous les coups par cœur. Ce que je vous, Monsieur Gosselin, c'est qu'on revient vers vous. Enfin, Samuel Cess qui est en train d'écrire. Je pense que c'est ce qui est en train d'écrire. On vient vers vous avec les éléments pour étudier ça, votre sauvegarde. Certains Voilà. d'entre vous ont encore d'autres questions? Eh bien, parfait. Non, il n'y a plus d'autres questions, semble-t-il. Bon, on est Il à n'y votre avait pas. disposition en off, bien évidemment, comme d'habitude. Et merci à tous de votre participation, en espérant avoir répondu à vos interrogations. Merci à Merci à tous. vous. À bientôt. Au revoir.